Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'actualité des télécoms et de l'informatique. Et pour décrypter et analyser cette actualité, comme ça que chaque semaine, nous retrouvons ce lundi 29 octobre Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, on passe d'abord, comme d'habitude maintenant, en bref, l'actualité du secteur, puis on approfondira un dossier sur le télétravail. Première information qui a retiré votre attention, SAP HANA qui annonce bientôt les 10 000 installations. Exactement. En fait, c'était à l'occasion de la publication des résultats trimestriels, dont on parle jamais parce que finalement, d'un trimestre sur l'autre, en général, il se passe pas grand-chose. Mais là, bon, SAP faisait état de 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires en croissance de 8%, donc tout va bien. Un élément intéressant, c'est 20% de chiffre d'affaires réalisé dans le cloud, donc ça donne une indication sachant que bon, il y a une offre qui est très large chez SAP, donc il faut voir qui est sur le cloud. Et puis, effectivement, comme vous l'avez indiqué, Bill Dermott annonçait que HANA arrivait aux 10 000 clients, 9 500 précisément. Donc HANA, ça a été annoncé, il faut rappeler, HANA, c'est la base de données in-memory en colonne qui a été annoncée il y a 10 ans, parce que c'était en novembre 2008, donc 10 ans après, près de 10 000 clients. Donc je pense que, enfin, je ne sais pas si ça correspond à l'objectif de SAP ou pas, mais en tout cas c'est significatif et c'était intéressant à mentionner. Très bien, alors on reste dans les bases de données, puisqu'on parle d'Oracle, qui était à Open World et qui a annoncé un renforcement de la sécurité du cloud public. Oui, alors effectivement, donc il y a eu pas mal d'annonces dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il y a eu, comme vous le disiez, un renforcement de la sécurité avec en fait l'utilisation d'une start-up qui a été rachetée par Oracle qui s'appelle ZenEdge et donc ils ont, je dirais, mis en œuvre, implémenté les technologies de ZenEdge sur le cloud public d'Oracle, OCI. Et ça a été aussi l'occasion pour Mark Hurd de faire ses prévisions habituelles. Donc on va en citer 3. La première, c'est que toutes les applications dans le cloud seront de l'intelligence artificielle. Bon, ça, il prend pas trop de risques. La deuxième, qui est peut-être la plus intéressante, c'est 85% des interactions avec les clients seront automatisés. Donc, tapez 1, tapez 2, tapez 3, et en cas de nécessité, il y a quelqu'un qui va vous parler. Donc ça, 85%, c'est énorme. Et la troisième, je dirais que celle-là est un petit peu plus discutable, puisqu'il dit que 60% des emplois dans l'IT en 2025 n'existent pas aujourd'hui. Bon, ça se discute parce que je dirais qu'il y a 30 ans, un programmeur, comme on disait à l'époque, c'est un développeur aujourd'hui. Certes, c'est pas les mêmes langages, mais finalement, le métier est un peu le même. Il faudra toujours des gens pour réparer les machines, il faudra toujours des gens pour faire du support. Donc, bon, ça se discute, mais enfin, on les mentionnait. Très bien. Alors, on change complètement d'univers. ARM, alors pas le fabricant, le designer de processeurs. Exactement. Bien connu, fait aussi ses prédictions et sa vision, et Mac et serveur. Voilà, alors plus que vision, parce que pour une partie c'est déjà des réalisations, mais enfin c'est des réalisations en devenir. Donc rappelons, ARM a été racheté par SoftBank pour près de 30 milliards d'euros, donc c'est une somme importante. Ça veut dire que on sait qu'ARM aujourd'hui est devenu le leader dans le domaine de tout ce qui est mobile, mais sur le reste ils étaient relativement peu existants. Et là, Apple vient d'annoncer qu'ils allaient migrer les Mac sur ARM. Donc, on vient d'annoncer, c'est une rumeur en tout cas. Oui, c'est ça. C'est une rumeur. En fait, on sait que Apple a déjà migré plusieurs fois. Rappelons-nous, ils étaient sur Motorola 68000, ils sont passés sur
PowerPC d'abord. Ils sont ensuite passés sur Intel. D'ailleurs, je me souviens à l'époque, il y avait un certain nombre de gens qui disaient c'est la fin d'Apple parce que passer sur Intel, c'est pas possible pour un Mac. Viable. Et puis là, donc, nouvelle possibilité de passer sur ARM. Donc ça, c'est une première initiative en cours. Et la deuxième, c'est aussi ARM a des ambitions très fortes dans le domaine des serveurs, puisqu'ils annoncent 20% du marché des serveurs en 2020. Donc 2020, c'est bientôt. C'est très bientôt. Donc ça veut dire que ARM n'a plus envie de se cantonner sur un secteur, mais veut devenir aussi un fournisseur universel de microprocesseurs. On poursuit avec Orange. Alors Orange, pour nos lecteurs les plus anciens, il y avait le 22 à Asnières avec Fernand Reynaud. Cette fois-ci, Orange a un petit problème avec son ADSL. Alors effectivement, donc son réseau traditionnel. Voilà, sur le réseau fixe, ils ont été épinglés par l'ARCEP. En gros, à la fois au niveau des délais de raccordement et puis au niveau du temps nécessaire pour faire la réparation. Donc effectivement, peut-être que Orange désintéresse un petit peu de tout ce qui est installation fixe, puisque pour l'heure, il y a peut-être des choses plus intéressantes, la fibre, le mobile, etc. Toujours est-il que le fixe est encore bien là, et donc peut-être que Orange va revenir à des choses plus traditionnel et faire ce que l'ARCEP demande de faire. Très bien, et puis on conclut ce passage en bref de l'activité par l'État, la politique informatique et numérique de l'État avec des changements. Oui, alors vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait été un petit peu rapide en disant que devient Mounir Majoubi. En fait, il est bien... le numérique, exactement. Voilà, c'est ça. Parce qu'il avait été nommé secrétaire d'État, rattaché désormais à Bercy, donc l'économie, les comptes publics. Et donc là, effectivement, ses attributions, c'est toujours le numérique, mais il se trouve que il y a eu 3 annonces qui ont complété cette information, qui est que il y a la mise en œuvre de ce qu'ils appellent la plateforme TechGouv, donc c'est en gros une sorte de réseau social interne à l'administration centrale, donc les gens vont pouvoir communiquer entre eux de manière sécurisée, j'espère. Donc le deuxième point, c'est que Henri Verdier, qui était l'ancien directeur de la DINSYNC, donc la DINSYNC, c'est la DSI Group de l'État, donc qui n'a pas une vocation opérationnelle, mais plutôt de coordination des différentes DSI. Matricielle un peu. Voilà, donc qui a été remplacé par Nadi Bouhana, donc qui est quelqu'un qui est connu dans le domaine privé, puisqu'il avait deux entreprises, dont l'une c'est de fournisseur de solutions de dématérialisation pour l'État, donc là, peut-être conflit d'intérêts, on verra. Et puis donc Henri Verdier qui devient ambassadeur pour le numérique. Donc là, je dirais que l'idée, on a parlé un petit peu d'éthique, donc utilisation éthique du numérique. Bon, il y a bien un ambassadeur ou une ambassadrice pour les pôles, pourquoi pas un ambassadeur pour le numérique. Bon, vous voulez dire c'est une porte de sortie Je ne dis rien, c'est vous. Élégante pour Henri Verdier. Bon, écoutez, ça c'était pour l'actualité en bref. Pour le autre sujet qui nous intéresse, sur lequel on va passer un peu plus de temps, c'est le télétravail. Alors, on en parle depuis 10 ans. Une nouvelle étude qui montre qu'aujourd'hui, vraiment, c'est correspond à une attente forte des entreprises. Et donc, évidemment, pour les DSI qui nous regardent, il faut mettre des choses en place pour exactement. Pour essayer de former. C'est important, on verra pourquoi, parce que, on peut le dire tout de suite d'ailleurs, parce que ça devient un élément de choix dans la décision d'un collaborateur pour changer d'entreprise. Et bon, on sait, il y a évidemment le salaire, les conditions de travail, enfin tout un tas. Et ça devient un élément de choix pour 2 Français sur 3. Il se trouve que les Français sont très en pointe. Il y a 3 pays d'ailleurs, ça serait l'occasion peut-être de faire une étude sociologique. Pourquoi ces 3 pays-là? Il semblerait la France, l'Allemagne et la Nouvelle-Zélande. On voit pas très bien ce qui réunit ces 3 pays, peu importe. Et alors, comme vous disiez, le télétravail, on en parle depuis très longtemps, puisque, souvenez-vous, en 1994, Thierry Breton, qui à l'époque était conseiller d'un ministre. Il n'était pas ministre à l'époque, il était conseiller. Il était conseiller, avait
publié un rapport sur le télétravail en 94. Donc et à l'époque 94, finalement il y avait pas encore il y avait quoi? Il y avait le téléphone, il y avait les ordinateurs et le téléphone. Aujourd'hui, évidemment, il y a beaucoup plus de choses disponibles. En 2009, France Stratégie avait également publié un rapport, donc il y a presque 10 ans, qui montrait que la France n'était pas tellement en pointe dans ce domaine. Et là, on arrive en 2018, où on voit bien chez les jeunes générations, donc les Gen Y et puis enfin les millennials, comme on dit en bon français, et puis ceux d'après, pour eux, c'est un élément qui est très important et donc qui entre dans la vie courante et de manière assez je dirais, c'est pas anecdotique. Ça se voit dans beaucoup de grandes entreprises. Alors évidemment, ça nécessite une organisation un petit peu nouvelle, mais donc on revient sur l'élément important, c'est un élément de décision pour 2 Français sur 3. Donc ça veut dire que ça va sans doute accélérer les choses, puisque si les entreprises sont en concurrence avec d'autres et à offre égale, on choisit une autre parce qu'elle propose du télétravail, elles vont être obligées de se mettre à niveau. Et il y a un autre élément en fait qui corrobore un peu ça, qui est que pour 60% des Français, je dirais que les horaires fixes sont devenus quelque chose qui n'a plus vraiment de consistance. Et en gros, on arrive au travail un peu quand on veut et on part un peu quand on veut. L'important, c'est de faire son travail dans une plage horaire. Évidemment, il faut que les gens puissent se rencontrer. Donc, je dirais que c'est une évolution qui est en cours et qui commence à devenir visible, qui offre un certain nombre d'avantages. Pour les entreprises, ça veut dire moins de mètres carrés à gérer. On sait que les mètres carrés, ça coûte cher. Surtout en France. Pour les télétravailleurs, c'est moins de transport. Et là, il y a effectivement des études qui montrent que les temps de transport sont quand même très importants et parfois dans des conditions qui ne sont pas très agréables. Donc je dirais que tout le monde a y gagné. Alors bien sûr, c'est pas du télétravail 5 jours sur 5, c'est du travail 1, 2, 3, 4 jours, 1, 2, 3 peut-être par semaine. Parce qu'il y a quand même la nécessité de rencontrer et les gens qui sont en télétravail, ils veulent ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en marche et qu'on verra évoluer certainement peut-être plus rapidement qu'on ne le pense, d'autant que, comme on le disait, il y a maintenant tous les moyens techniques qui permettent... Le fameux Digital Workspace dont les fournisseurs parlent, là, pour le coup, il y a matière à se déployer. Très bien, ça c'était pour la semaine passée. Pour les semaines à venir, parce que ce sera la semaine prochaine, Microsoft fait son grand rendez-vous traditionnel qui s'appelle maintenant Microsoft Experience. On a connu Microsoft Tech Day il y a quelques années, maintenant c'est Microsoft Experience. Mais c'est effectivement le rendez-vous du secteur IT. Oui, c'est certainement. Alors même si vous disiez effectivement le nom MS Experience, peut-être pas encore très très bien passé. Alors peut-être parce qu'on a du mal à s'habituer. On a encore en tête les Tech Days. Donc c'est le 6 et 7 novembre prochain. Et il y aura en particulier 2 tables rondes. L'une, alors évidemment c'est un sujet, on le voit partout, ce sera sur l'intelligence artificielle. Et puis la deuxième table ronde, ce sera sur comment bénéficier des avancées d'un côté de Microsoft 365 et de l'autre de Microsoft Azure. Donc je dirais que la première a une portée un peu générale, la deuxième c'est lié à Microsoft. Et fait intéressant, donc la deuxième, il y a beaucoup d'intervenants, dont Roberto Di Cosmo, qui est quand même, en France, je dirais, une des personnalités du monde open source. Voilà. Qui était fait connaître pour son opposition à la solution Microsoft. Assez frontale, donc ça veut dire que les choses ont quand même pas mal évolué depuis. Très bien. Et puis on conclut par un traditionnel coup de gueule, coup de cœur. Là, c'est clairement encore un coup de gueule et toujours un problème de sécurité. Cette fois-ci, c'est une compagnie aérienne, Cathay Pacific, donc qui n'est pas forcément la plus connue par ici, mais quand même une compagnie bien installée qui a laissé je ne sais plus combien de dizaines de centaines de milliers, c'est ça ? C'est 10 millions. 10 millions. Donc 10 millions de clients, enfin 10 millions des informations liées à 10 millions de clients qui ont été récupérées. Ça fait suite à la faille de British Airways, donc effectivement les compagnies aériennes la sont à l'honneur. Alors on peut dire que ce n'est pas des informations très sensibles, là il n'y avait pas d'informations liées à la carte bancaire, des choses comme ça. C'est des informations qui sont pas très très sensibles, mais enfin
point, bon, c'est quand même important parce que ça montre qu'il y a encore des failles et on en parle toutes les semaines. Donc il faudrait que les entreprises fassent un petit peu plus attention. Donc les RSSI ont encore beaucoup de travail. Ils ont du travail, ça c'est clair. Très bien, écoutez, je propose qu'on conclue là-dessus. Et pour nos lecteurs qui sont intéressés par la problématique des télécoms, vous allez recevoir dans quelques minutes François Treuil, qui est le directeur général de Bouygues Télécom Entreprise. Donc c'est l'occasion de faire le point sur de thèmes liés aux télécoms, la qualité de service, la 5G, on en a parlé il y a quelques jours, quand est-ce qu'on va l'avoir, à quoi ça correspond. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine, et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. À très bientôt, merci.